Bonjour tout le monde. Je remercie le comité d'organisation pour l'invitation. On m'a confié de parler des infections articulaires. Quel est le bilan radiologique le plus pertinent et quels sont les critères radiologiques d'orientation? Donc, je vais présenter cette conférence sous forme de cas radioclinique. Le premier cas radioclinique, c'est un patient de 30 ans qui se présente pour douleur localisée du genou, évoluant depuis plusieurs semaines, d'installation progressive et d'allure inflammatoire avec fébricule modérée, absence de plaies cutanées d'antécédents infectieux récents, avec une sensibilité localisée à la palpation métaphysaire tibiale du genou, avec à la biologie un syndrome inflammatoire modéré. Donc, comme toujours, on va démarrer par une radiographie standard. Et si vous voyez très bien, sur la radiographie standard, vous allez voir une image lithique métaphysaire du tibia avec une sclérose périphérique qui est largement excentrée. Et vous voyez très bien qu'il y a une infiltration des parties molles juste en regard ici. Donc ça oriente vers la nature infectieuse, mais on peut évoquer également sur la radiographie standard une origine tumorale. Donc on va passer directement à l'IRM. Donc l'IRM va s'imposer avec cette séquence T1 T2 qui va montrer un hypersignal liquidien à l'intérieur de la lésion. Donc c'est une nature liquidienne du contenu avec une image fine, une bordure qui est fine à l'interface. Donc vous voyez très bien qu'il y a un hypersignal osseux autour, c'est un œdème osseux, et au niveau des parties molles. La séquence T1 est la séquence la plus illustrative sur ce cas parce qu'on va retrouver un hypersignal à l'intérieur de la lésion qui va border le contenu. Et donc, après injection de produit de contraste, on va retrouver un rehaussement intense de cette paroi avec un rehaussement de l'os et des parties molles. Et donc, on est dans le cadre d'une ostéomyélite subaiguë ou dans le cadre d'un abcès de Brody. Donc, l'ostéomyélite, comme vous le savez, c'est une infection de l'os spongieux, donc essentiellement d'origine hématogène. On réserve le terme d'ostéite à des infections qui sont limitées à la corticale. Donc, on va parler d'une ostéomyélite aiguë si l'évolution est inférieure à 14 jours et subaiguë entre 2 semaines et 3 mois. Donc, en cas d'ostéomyélite aiguë, la radiographie est normale au début, mais elle est essentielle. Pourquoi? Parce qu'on va la garder pour le suivi. Une évolution rapide, c'est en faveur de l'origine infectieuse. Il faut faire attention aux parties molles en regard, car l'infiltration peut suggérer le diagnostic dès le départ. Et donc, c'est à partir de 14 jours qu'on va retrouver une raréfaction osseuse, une ostéolyse floue, une résorption osseuse sous-corticale, comme sur ce cas ici, et des appositions périostées lamellaires ou un décollement périosté, surtout chez l'enfant, parce que le périoste, il est un petit peu lâche. Donc l'IRM, c'est l'examen idéal, car il permet l'étude de la moelle osseuse et les parties molles en même temps. Donc on aura des modifications de signal osseux à partir du premier jour, avec un œdème osseux qui va apparaître en hypersignal T2 et en hyposignal T1, un rehaussement lésionnel parce qu'il y a de l'inflammation et une atteinte des parties molles à type d'œdème, cellulite, ou même on peut retrouver des abcès. Chez l'enfant, on doit préciser s'il y a une atteinte de la FIS parce que, comme vous le savez, il y a une vascularisation qui va passer à travers la FIS et donc une éventuelle extension au niveau de l'épiphyse est à rechercher. On doit également rechercher un abcès sous-périosté, on va voir par la suite. Et l'injection de gadolinium, elle est essentielle parce que cette ostéomyélite l'injection de produits de contraste, elle peut délimiter les zones de nécrose, chose qui est pronostique pour cette infection. Donc voici l'exemple d'une ostéomyélite avec un aspect radiographique presque normal, comme vous le voyez. Et en IRM, on retrouve cette plage œdémateuse en hyposignal T1, hypersignal T2 et qui a traversé la FIS en direction de l'épiphyse avec une infiltration des parties molles. Et c'est très caractéristique de l'ostéomyélite aiguë. Chez l'enfant, on peut faire une échographie et on va retrouver un abcès sous-périosté, très caractéristique également de cette extension de l'infection de la métaphyse vers l'espace sous-périosté. Et la TDM n'a pas vraiment de place, mais elle peut rechercher des foyers gazeux intramédulaires c'est un signe qui est rare, mais très caractéristique de l'ostéomyélite. On peut également caractériser l'érosion sous-corticale qu'on a vue tout à l'heure sur la radiographie et la réaction périostée. Donc on va passer à l'ostéomyélite subaiguë. Ça peut survenir sur un germe qui est peu virulent ou une antibiothérapie inadaptée. La forme la plus classique, c'est ce qu'on connaît tous, c'est l'abcès de Brody. Et ça siège au niveau des extrémités des olons. Et sur le plan radiographique, on va retrouver une
image ostéolytique avec une sclérose périphérique, une condensation et également des anomalies des parties molles en regard qui orientent vers l'origine infectieuse de cette atteinte. L'IRM, c'est l'examen idéal, il est très caractéristique avec un aspect typique, comme on a vu tout à l'heure. La séquence la plus évocatrice, c'est la séquence T1 avec cet hypersignal qui va border le contenu et après injection, on va retrouver le rehaussement de cette bordure avec un œdème qui entoure la lésion qui est flou. Donc, c'est caractéristique de l'ostéomyélite subaiguë et l'atteinte des parties molles. Donc, la TDM, on peut également la faire. Vous voyez ici, sur la radiographie standard, on ne peut pas caractériser cette ostéolyse parfaitement, mais si on fait une TDM en reconstruction coronale, vous voyez très bien que cette ostéolyse elle est bien cernée par une bordure sclérotique périphérique. Donc, que ce soit pour l'ostéomyélite aiguë ou subaiguë, l'imagerie nucléaire, en général, elle est parlante. Surtout la scintigraphie, elle est utile si la probabilité clinique elle est faible. Donc si on a une probabilité clinique élevée, c'est plutôt le bilan radiologique. Si on a une probabilité clinique faible, c'est plutôt la scintigraphie. Une scintigraphie normale permet quasiment d'exclure le diagnostic d'ostéomyélite en raison de sa valeur prédictive négative qui est très élevée, mais sa spécificité reste faible parce qu'une arthropathie, par exemple, inflammatoire, une fracture ou une arthropathie dégénérative peut fixer également. Voici l'exemple ici d'une image ostéocondensante au niveau ischiotique, et donc on fait une scintigraphie et ça fixe. C'est une localisation particulière, la probabilité clinique elle est faible, mais on a un escarre juste en regard, donc on peut faire une scintigraphie pour voir la fixation. Donc on va passer au deuxième cas clinique. 40 ans, antécédent de plaie ouverte au niveau de la cuisse, opéré il y a 2 ans, qui se présente pour des douleurs chroniques et récidivantes de la cuisse droite, avec écoulement cutané intermittent depuis plusieurs mois et fibricule, et à la biologie un syndrome inflammatoire discret. Donc sur le bilan radiographique, vous voyez très bien qu'il y a un épaississement de la corticale osseuse avec des ostéolyses qui sont géographiques, étendues de la diaphyse, avec des constructions osseuses juxtacorticales. Ce qu'on voit ici, c'est ce qu'on appelle les involucromes. Donc sur le plan scanographique, les mêmes anomalies sont visibles, mais on arrive à bien délimiter la corticale qui est épaissie, qui est hétérogène, avec cette ostéolyse centrale. La localisation elle est plutôt diaphysaire, avec une infiltration des parties molles en regard. Et ça, l'IRM est très caractéristique. On voit très bien que l'ostéolyse est à contenu liquidien, avec un rehaussement qui délimite cette ostéolyse, et l'atteinte des parties molles sous forme d'abcès à rehaussement périphérique, et là, on est devant une ostéomyélite chronique avec exacerbation aiguë. Donc, pour l'ostéomyélite chronique, c'est une infection persistante ou récidivante avec une durée d'évolution plus de 3 mois. L'évolution, elle est lente, elle provoque des phénomènes de nécrose osseuse, de séquestration, de réaction de construction osseuse et périostée, et l'imagerie a pour but de rechercher les signes d'exacerbation aiguë, à savoir les abcès, les séquestres et les fistules qui nécessitent une prise en charge chirurgicale parfois. Donc, sur le plan radiographique, on va retrouver un remodelage osseux avec principalement une ostéocondensation qui va entourer les lésions, des involucromes qui sont des reconstructions épaisses autour de la corticale qui est infectée, des séquestres osseux qui sont des fragments libres à l'intérieur de l'ostéolyse, et ce sont qui vont se comporter comme des corps étrangers parce qu'il n'y a pas de vascularisation, donc ils sont à l'abri du système immunitaire. Et en plus, on va retrouver des signes de réactivation à type d'ostéolyse floue ou des appositions périostées qui sont fines. Sur le plan scanographique, la même chose, mais c'est plus parlant, avec cette sclérose qui est épaisse. On regarde de la zone infectée, des zones d'ostéolyse centrale, des foyers abcédés avec des séquestres à l'intérieur, des involucromes et des éventuelles fistules et des collections des parties molles. Voici un exemple d'une ostéomyélite chronique du fémur avec ses séquestres osseux à l'intérieur et cet épaississement cortical irrégulier au niveau du fémur. Donc l'IRM elle est plus parlante, elle est plus sensible car elle permet le suivi de ces malades, elle permet la distinction entre ce qui est infection active et remaniement cicatriciel, elle permet également l'étude des anomalies médulaires et des parties molles. Elle permet également de rechercher des séquestres osseux parce que l'os normal, il va se rehausser et le séquestre ne va pas se rehausser parce qu'il n'est pas vascularisé. Donc on peut également faire la différence entre un os normal et un os pathogène. Et comme cet exemple, vous voyez très bien qu'il y a des séquestres au sein de la collection avec ce défect cortical et l'hyposignal cortical qui est hétérogène sur l'IRM. Donc elle permet également d'étudier les parties molles avec
regarder ici cette collection à l'intérieur de l'os qui s'est fistulisée au niveau de la peau avec cette collection sous-dermique. Donc, quelle est la place de l'imagerie nucléaire? La scintigraphie au technetium ou au gallium est recommandée en cas d'IRM indisponible ou non concluante. Elle permet de différencier infection active et remodelage cicatriciel. C'est des images qui sont planaires et parfois on a besoin de coupler cette imagerie à un scanner pour localiser les lésions. La TEP-TDM, elle est très sensible, elle est très spécifique, ça permet de localiser les lésions et une évaluation métabolique parce que ces patients en général, on va les suivre et donc le SUVmax va diminuer au fil du temps. Donc voilà les guidelines en cas d'infection du squelette périphérique sans matériel. Il est recommandé de faire un bilan biologique de base avec une radio standard et une IRM. Et l'imagerie nucléaire ne va intervenir que dans 3 situations. La première, c'est que lorsque l'IRM n'est pas concluante concernant l'activité de l'ostéomyélite. La deuxième, c'est que lorsque la probabilité clinique elle est faible. Et la troisième, c'est dans un contexte de chirurgie ou de fracture récente, sans matériel. Donc on va passer au troisième cas radioclinique. Donc c'est une patiente de 60 ans avec un antécédent d'une prothèse de hanche droite qui se présente pour une douleur chronique et récidivante de la cuisse droite avec fibricule. Donc voici l'image radiographique de la prothèse. Et vous voyez très bien qu'il n'y a pas vraiment de signe de décèlement de cette prothèse, mais si on analyse très bien sur une image plus zoomée, vous voyez très bien qu'il y a une réaction périostée qui est fine avec une importante infiltration des parties molles juste en regard. Et là, on doit faire le diagnostic d'une infection surmatérielle ou infection prothétique. Donc, dans ce contexte, il faut faire la part des choses entre 2 infections. L'infection aiguë en post-opératoire, de diagnostic facile. En général, les cliniciens, les chirurgiens, avec les signes inflammatoires locaux, ils prennent en charge ces malades rapidement. Et l'infection chronique, de diagnostic difficile. Et là, c'est tout l'intérêt de l'imagerie. Donc, la radiographie standard, elle présente une sensibilité faible. Elle peut montrer un liseré clair autour de l'interface du matériel qui doit être supérieure à 2 mm pour parler d'une infection, des plages d'ostéolyse multifocale nette ou de façon plus effocatrice mal limitée, des appositions périostées circonférentielles et lamellaires qui ne sont pas incorporées à la corticale. Est-ce qu'on doit rechercher des séquestres osseux comme dans le cadre de l'ostéomyélite chronique et surtout une évolution rapide sur les bilans radiographiques. On doit faire des radiographies qui sont rapprochées et on va voir l'évolution rapide de l'ostéolyse. Donc sur le scanner, ça va montrer la même chose avec plus de précision, mais attention, il y a des artefacts. Et pour surmonter ces artefacts, il y a une technique spéciale en scanner, c'est la technique MAR. C'est une technique qui va réduire les artefacts et donc on peut bien analyser les contours du matériel prothétique. Donc le scanner, il est essentiel dans cette pathologie. Pourquoi? Parce que ça va permettre d'éliminer les autres causes de prothèses douloureuses, notamment les fractures périprothétiques, les luxations, les ruptures des composantes prothétiques ou le décèlement aseptique. Donc en imagerie, c'est difficile de faire la part des choses, mais sur le scanner, c'est facile. Donc là, par exemple, sur ce scanner, vous voyez très bien qu'il y a des appositions périostées en regard de la tige prothétique compatibles avec une infection du matériel. Un autre exemple sur cette radiographie, là on remarque qu'il y a une ostéolyse de la région trochantérienne, une ostéolyse de la région trochantérienne autour de la prothèse, et sur le scanner, cette ostéolyse est bien analysée, donc on est sur une infection de la prothèse. L'échographie, elle permet également de rechercher les épanchements, que ce soit articulaire ou au niveau des bourses. Elle permet également de rechercher les collections, les trajets fistuleux, et ça permet également de guider les ponctions à but diagnostique. L'IRM, les signes IRM sont typiques d'une infection de prothèse, comprennent un œdème des tissus mous périprothétiques, des collections, une destruction osseuse, parce qu'on peut voir l'os très bien sur une IRM, un épanchement articulaire et les débris et une synoviale qui est épaissie avec un rehaussement lamellaire. Et n'oubliez pas de rechercher les adénopathies. Donc voici un exemple d'un œdème périprothétique sur une séquence T2 FATSAT et elle part également au niveau des parties molles et sur une coupe axiale, c'est périprothétique et au niveau des parties molles, c'est en faveur de l'infection de la prothèse. La même chose ici sur cette radiographie standard qui paraît normale, mais il y a une infiltration des parties molles. Et si on fait une IRM, il y a beaucoup de collections juste en regard de la prothèse avec un épanchement qui est
périprothétique de contenu qui est hétérogène, c'est en faveur de l'infection. Qu'en est-il de l'imagerie nucléaire? C'est plus simple en imagerie nucléaire parce que la scintigraphie osseuse au leucocyte marqué, c'est l'examen le plus sensible. On va marquer des leucocytes qui vont se fixer sur les zones infectées et ça va permettre d'éliminer une simple réaction inflammatoire ou des décellements qui sont aseptiques. Donc, par contre, la TEP-TDM apporte une localisation précise par rapport à l'infection et va distinguer l'infection sur prothèse d'une infection des tissus mous. Donc, voici l'exemple d'une infection de prothèse avec des leucocytes marqués à la scintigraphie. Et là, si on couple au scanner, on va retrouver cette fixation qui entoure le matériel prothétique et c'est un décèlement qui est septique. On pourra également faire deux scintigraphies en même temps, la scintigraphie au leucocyte qui va se localiser au niveau de l'infection, mais également une scintigraphie ostéomédulaire qui va se fixer sur la moelle hématopoïétique. Et donc ce mismatch entre l'infection normale de l'os et l'infection anormale au niveau de l'infection périprothétique, ce mismatch va orienter vers l'infection de la prothèse. Donc, qu'en est-il des recommandations actuelles? La radiographie standard et l'examen de première intention sur le matériel prothétique, toujours associé aux examens biologiques de base. Et donc, l'IRM va conserver une place centrale dans l'évaluation du matériel prothétique. Cependant, l'imagerie nucléaire joue un rôle essentiel, comme on a dit, avec la scintigraphie osseuse triphasique ou la TEP-TDM. Si sont négatifs, on peut éliminer une infection sur prothèse. En revanche, si ces examens sont positifs, il est essentiel de faire des leucocytes marqués ou du gallium pour confirmer ou infirmer le caractère infectieux de la lésion. Quatrième cas clinique, c'est un patient de 62 ans traité pour tuberculose pulmonaire il y a 2 ans qui présente un syndrome rachidien fébrile avec altération de l'état général. Donc, vous voyez très bien ici sur la reconstruction sagittale fenêtre osseuse qu'il y a une lise au niveau de la vertèbre. On n'arrive pas à bien tracer la vertèbre. Et on remarque également une lise au niveau du coin antéro-inférieur de L1. Donc sur l'IRM, c'est plus parlant avec cet œdème osseux en hypersignal T2 et du disque intervertébral. L'œdème, il paraît en hyposignal. On n'arrive pas à différencier l'os du disque sur une T1. Et après injection, vous voyez très bien que le rehaussement, il est très marqué au niveau de ces vertèbres et il s'étend même également au niveau des parties molles. Et là, on est sur une spondylodicite. Donc, comme vous le savez, la transmission elle est hématogène. Nombreux agents pathogènes sont en cause, notamment les pyogènes et les tuberculeux. Le siège initial, il siège au niveau du coin antéro-inférieur ou le coin antéro-supérieur des vertèbres parce que c'est richement vascularisé et ça va s'étendre sous les ligaments longitudinaux antérieurs pour atteindre les espaces discaux et les corps vertébraux adjacents. Donc, la radio, c'est l'examen de base. Ça permet d'éliminer les causes urgentes, notamment les fractures vertébraux, mais la sensibilité, elle est très faible. On va passer à la TDM qui va montrer des érosions osseuses et un aspect effacé des corticales. Elle permet également de guider les biopsies. C'est l'examen le mieux placé pour la détection des séquestres osseux qui sont migrés au niveau du canal ou au niveau des tissus paraspinaux. Voici un autre exemple d'une TDM. Vous voyez très bien qu'il y a une destruction de l'espace discal avec une érosion des corticales et des macrogéodes. L'IRM, c'est l'examen de choix. Sa sensibilité et sa spécificité sont très élevées. Elle permet de faire le bilan précis des anomalies infectieuses, notamment les complications endocanalaires avec les signes de gravité qui sont l'épidurite et la compression médulaire. Vous voyez très bien ici sur cette IRM, on coupe T1, on n'arrive pas à tracer la vertèbre avec une corticale normalement qui apparaît en hyposignal, on n'arrive pas à la voir. Sur la cire, vous voyez l'œdème qui est en hypersignal et après injection, le rehaussement marqué des vertèbres et partiellement du disque en faveur de la spondylodicite. On peut s'orienter vers le germe avec quelques signes qui vont orienter vers l'origine tuberculeuse, notamment les volumineuses érosions au niveau des vertèbres, le rehaussement très marqué qui s'étend également au niveau des parties molles ou au niveau épidural, avec un signe qui est très spécifique de l'origine tuberculeuse, c'est le respect du septum qui va attacher le ligament longitudinal postérieur. C'est ce qu'on appelle le signe de l'embrasse rideau. Et également, si on retrouve des calcifications au niveau des abcès, ça oriente vers l'origine tuberculeuse. Quelle est la place de l'imagerie nucléaire? L'examen le plus sensible, c'est la TEP-TDM au 18-FDG. Elle a une place diagnostique si l'IRM est contre-indiquée ou non concluante, ou bien dans le cadre post-opératoire, mais il faut faire attention dans les 3 à 4 premiers mois parce que la fixation peut être
inflammatoire. Elle permet une évaluation précoce et intermédiaire de la réponse parce que si on donne de l'antibiotique, on peut suivre ce suivi qui va diminuer avec le temps. Et il y a également une valeur prédictive négative parce qu'une IRM négative, ça permet d'éliminer l'infection, la spondylodicite. La scintigraphie, elle n'a pas de place pour l'infection du rachis, il faut garder ça en tête. Donc, les recommandations concernant la spondylodicite, donc l'IRM, c'est l'examen de choix devant une suspicion de spondylodicite. En cas de contre-indication à l'IRM ou dans un contexte post-chirurgical ou une IRM non concluante, le TEP-FDG est indiqué. Et la TDM est complémentaire, mais elle intervient principalement dans le guidage des biopsies et pour isoler le germe responsable. Donc, pour conclure, le terme infection osteoarticulaire regroupe plusieurs entités. Je n'ai pas parlé de l'arthrite parce qu'en imagerie, c'est difficile de faire la part des choses entre ce qui est inflammatoire et ce qui est septique. C'est une pathologie qui est assez fréquente. L'approche est multimodale pour le diagnostic, que ce soit radiologique ou nucléaire. Et cette approche permet de faire le diagnostic positif